Bonjour, bienvenue, c'est Smart Capital. Au programme de ce numéro, dans l'œil de l'expert, on va s'intéresser à l'expert comptable en entreprise avec Eric Freudenreich, président d'ECE, l'Institut des diplômés d'expertise comptable en entreprise. Ensuite, dans le débat, on va s'intéresser aux crypto-monnaies. Quels sont les enjeux? Quelles sont les perspectives? Est-ce une opportunité ou un risque? On en débattra avec mes invités. Houssen Issouf Ali, expert comptable, également fondateur d'Odol Consulting. Également à ses côtés, Stéphanie Nemarkatias, avocate fiscaliste et fondatrice du cabinet Commit. Et enfin, pour terminer ce numéro de Smart Capital, notre invité Raphaël Miolan, Senior Managing Director chez FTI Consulting, viendra nous parler des entreprises en difficulté et du rôle du DAF et de la comptabilité au sein de l'entreprise. Voilà pour les titres. Smart Capital, c'est parti! On commence tout de suite ce Smart Capital et on va parler de l'expertise comptable en entreprise. De quoi s'agit-il? Quel est le rôle de l'expert comptable en entreprise? On en parle tout de suite avec notre expert Eric Freudenreich, président d'ECE, l'Institut des diplômés d'expertise comptable en entreprise. Eric Freudenreich, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'un expert comptable en entreprise? Alors, ce n'est pas un scoop, Arnaud, mais l'expert comptable en entreprise, ce n'est pas un expert comptable qui a quitté la profession. C'est un expert comptable qui est au cœur de la décision, qui est au cœur des entreprises, qui a le même diplôme, le même cursus, la même rigueur, la même éthique que les experts comptables en cabinet, leurs homologues. Voilà pour faire court. C'est quoi la formation de l'expert comptable en entreprise? Alors c'est exactement la même. En France, c'est une particularité, c'est que un diplômé sur 3 va évoluer en entreprise tôt ou tard, pourra retourner même en cabinet plus tard. Et donc ces experts comptables vont se retrouver alors non seulement en entreprise, mais dans le secteur public, dans l'enseignement. On va les retrouver dans l'enseignement. Et quelque part, la profession donc est riche de toute cette diversité et de cette façon différente d'exercer le métier d'expert comptable. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur le rôle de l'expert comptable en entreprise. En quoi il peut avoir un rôle stratégique en matière de conformité, de cybersécurité, d'ESG, par exemple? Alors, ce sont tous les thèmes qui animent la profession en ce moment. Et en entreprise comme en cabinet, le point commun, c'est la confiance du public. J'ai des responsabilités, un mandat au niveau mondial pour la profession des experts comptables. Et effectivement, c'est ce qui singularise le métier d'expert comptable, c'est la confiance. Si on parle de cybersécurité, il ne s'agit pas simplement de se remettre à la direction des systèmes d'information. Il s'agit aussi de sécuriser les données financières et extra-financières. Si on évoque l'ESG, il ne s'agit pas simplement de faire des déclarations stratégiques sur la durabilité, il s'agit aussi de la mesurer et que ces données soient fiables. Donc vraiment, le dénominateur commun, c'est la confiance. Et pour cela, plus on a d'expertise, plus on est qualifié, plus quelque part on peut s'en remettre à ces enjeux. Est-ce que il en va de même pour le thème le plus récurrent actuellement et le plus dans toutes les bouches, c'est l'intelligence artificielle. Bien sûr. L'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne fait pas disparaître l'humain. Au contraire, elle le rend plus visible. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue ensemble à Rennes aux assises des commissaires aux comptes, où le garde des Sceaux du moment expliquait que le commissaire aux comptes, pour le coup, n'était pas un professionnel du chiffre, mais un professionnel de la vérification. Alors, chacun dans son métier, le métier de commissaire aux comptes, on est encore sur une couche, on va dire, de confiance supplémentaire, vu que c'est une confiance, la valeur probante est externe et pas à l'intérieur de l'entreprise. Et là aussi, l'expert comptable en matière d'intelligence artificielle a ce rôle de vérificateur? En fait, qu'on parle d'intelligence artificielle, de conformité, ça revient toujours au même. Il ne s'agit pas de
de cocher des cases, il s'agit de mettre en place des processus avec une vision à 360 degrés sur tous ces dispositifs et qu'à la fin, quelqu'un de confiance, avec une certaine méthodologie, va nous éclairer dans les décisions. Pour ce qui est donc, du coup de l'expert comptable en entreprise, c'est dans les décisions, dans la gouvernance des entreprises que l'expert comptable va, en entreprise, je précise bien, va donner un éclairage, comme l'expert, son homologue en cabinet, ou celui qui a vocation à vérifier l'auditeur bleu pour les comptes financiers ou l'auditeur vert pour l'extra-financier. En fait, bout à bout, on a une chaîne de confiance qui est mise en place. Alors, pourquoi, malgré ce rôle de tiers de confiance de l'expert comptable en entreprise, souvent, il souffre d'un manque de reconnaissance? Comment vous l'expliquez? Alors, la formulation de la question de tiers de confiance est intéressante, vu qu'à l'intérieur de l'entreprise, ce n'est plus un tiers, il est bien subordonné à son employeur. Donc, c'est une partie prenante interne à l'entreprise. Et pourquoi quelque part, sa reconnaissance, la reconnaissance de son professionnalisme n'est peut-être pas à la hauteur des espoirs de la profession comme on peut l'observer dans d'autres pays, c'est peut-être justement lié au fait que l'expert comptable en entreprise n'est pas encore rendu assez visible. On en a 10 000 en France. Il y en a 219 qui sont inscrits au tableau, parce qu'on peut s'inscrire au tableau des experts comptables. Pas assez de communication, peut-être? Alors, alors, il y a différents facteurs. La communication, mais la communication de qui? Et pour moi, la reconnaissance qu'offre le tableau, c'est une reconnaissance. La visibilité, c'est plutôt celle de l'association des diplômés d'expertise comptable en entreprise que je représente. Et là, vous faites plein d'actions justement pour faire connaître le métier. La visibilité vient de la dynamique associative. En fait, beaucoup s'inscrivent au tableau et pensent que cela suffit, et en fait cela suffit pour la reconnaissance mais pas pour la visibilité, et il faut une combinaison des deux. En fait, moi j'invite les diplômés en entreprise, quel que soit leur métier, qu'ils soient DRH, il ne faut pas confondre, quelle que soit leur fonction. Et en fait, un des biais, c'est de confondre aussi la fonction avec le métier. Rapidement, on peut espérer quoi pour la suite, pour les années à venir? L'expert comptable en entreprise, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est quoi? Alors, la vision à 5 ans, moi je l'observe par rapport aux pratiques inspirantes au-delà de nos frontières. On est sur le plateau de Smart Capital. Lorsque je vois qu'à Hong Kong, 60% des experts comptables exercent dans le secteur public et dans les entreprises, et que c'est une place boursière importante, je me dis que sans vouloir dupliquer leur modèle, c'est inspirant, et ça montre que la chaîne de confiance d'une place boursière, notamment des investisseurs, la confiance qu'on recherche à travers la durabilité, passe par cette chaîne de confiance. Si je peux me permettre, un autre exemple, Joséphine Osia, en Ouganda, est directrice générale de l'autorité des marchés financiers du pays. Elle est expert comptable en entreprise et elle est présidente de l'ordre. Alors, je n'ai pas cette ambition à 5 ans, Arnaud, mais en tout cas, c'est aussi inspirant. On a besoin de rôle modèles. Et ces rôles modèles permettront la reconnaissance de l'expert comptable en entreprise, mais viendront aussi enrichir la profession grâce à la diversité et aux différents modes d'exercice. Et quelque part, à la clé, nous aurons une profession plus influente. Ce sera le mot de conclusion. Merci Eric Freudenreich. Merci Arnaud. Tout de suite, on enchaîne. Place au débat. On poursuit ce Smart Capital avec notre débat. Aujourd'hui, on s'intéresse aux crypto-actifs. Quels sont les enjeux? Quelles sont les perspectives? Est-ce une opportunité ou un risque pour les experts comptables? On en parle tout de suite avec mes invités. À mes côtés, Houssen Issouf Ali. Vous êtes expert comptable et fondateur d'Odel Consulting. Bonjour Houssen. Bonjour Arnaud. Également avec nous, Stéphanie Nemark-Attias. Vous êtes avocate fiscaliste, fondatrice du cabinet Commit. Bonjour Arnaud. Alors ensemble, on va aborder les enjeux fiscaux et comptables des cryptoactifs. Et je vais commencer avec Stéphanie. Tout d'abord, pourquoi les cryptoactifs concernent désormais les entreprises et leurs conseils?
Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, ou je dirais il y a 2 ans à peu près, c'était plutôt les investisseurs particuliers qui s'intéressaient aux cryptoactifs et très souvent aussi les dirigeants d'entreprises, mais plutôt pour leur patrimoine personnel. Puis aujourd'hui, on se rend compte clairement que les entreprises s'y intéressent aussi. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. La diversification pour la trésorerie, mais aussi le rendement. Et puis aussi, en fait, pour les paiements, tout simplement. Parce que pour payer à l'international en temps réel, les cryptoactifs peuvent être très intéressants aussi. Houssen, c'est quelque chose que vous avez observé aussi? En fait, je compléterai, comme disait Stéphanie, aujourd'hui, en fait, si on regarde un peu le dernier rapport de l'ADAN, qui est l'Association pour le développement des actifs numériques, plus de 10% des Français aujourd'hui investissent en cryptoactifs, 35% envisagent de le faire. Tout le monde le sait maintenant, BlackRock a lancé son ETF. Exarch, qui est une filiale de la BPCE, propose maintenant des cryptos. En fait, naturellement, ça se découle chez ces particuliers qui découlent ensuite chez les entrepreneurs. Et donc, qui dit entreprise dit également conseil. Et en fait, c'est les raisons pour lesquelles on est de plus en plus sollicité aujourd'hui sur ces sujets-là. Alors, on va avancer sur des enjeux un peu plus techniques, sur les questions de fiscalité et de comptabilité. Stéphanie, quels sont justement ces enjeux comptables et fiscaux? Alors, il y en a un certain nombre, effectivement. Je dirais que le premier enjeu, c'est de bien comprendre que la fiscalité qui s'applique sur les cryptos pour les particuliers est complètement différente de celle qui s'applique aux entreprises. Ça, c'est essentiel de le comprendre parce que ça va engendrer un certain nombre de conséquences en termes de traçabilité, par exemple, en termes d'obligations déclaratives, en termes de conseils également, puisqu'il y a un sujet de gestion. Il faut vraiment percevoir une bonne gouvernance en entreprise pour utiliser les cryptos correctement. Ça veut dire quoi, une bonne gouvernance? Une bonne gouvernance, c'est-à-dire savoir à qui revient la responsabilité d'un investissement en crypto. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit écrit, qu'on ne risque pas de faute de gestion dans ce cadre-là. Mais ça veut dire aussi savoir combien on veut allouer de la trésorerie d'entreprise, par exemple, à la crypto-monnaie. Ça veut dire, est-ce qu'on veut payer nos fournisseurs, est-ce qu'on veut accepter de la crypto-monnaie de la part de nos clients dans le cadre de l'entreprise. Donc, il y a énormément d'enjeux qu'il faut cadrer sur le plan juridique, sur le plan comptable et sur le plan fiscal également. Alors, il y a une adoption croissante des cryptoactifs par les entreprises. Concrètement, ça se fait sous quelle forme? Comme je vous le disais, il y a l'aspect diversification rendement au niveau de la trésorerie. Et puis, il y a l'aspect usage de la monnaie, alors souvent en stablecoin, qui sont donc ces crypto-actifs qui sont adossés par exemple au dollar ou à une autre devise. Qui offrent davantage de sécurité. Exactement, une certaine stabilité, une certaine sécurité et qui sont acceptés aujourd'hui dans énormément d'États dans le monde. Tout ça, ce sont des enjeux sur le business lui-même de l'entreprise. Donc c'est essentiel de maîtriser ça. Évidemment, il faut se faire accompagner. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui parce que les règles, comme je le disais, sont à la fois différentes des particuliers, mais aussi elles sont différentes de ce qu'on connaît habituellement dans l'investissement pour une entreprise. Alors, Houssen, c'est essentiel d'être accompagné, dit Stéphanie. Vous accompagnez des entreprises quotidiennement. Comment ça se passe? En fait, on a chez Odell Consulting une méthodologie en 4 étapes. On fait un cadrage qui est stratégique au départ, le pourquoi tu veux investir en crypto-monnaie. Ensuite, c'est quel montant et ça représente quoi par rapport à ta trésorerie et quel horizon de placement. Ensuite, on arrive sur l'hygiène informatique et l'infrastructure, c'est-à-dire est-ce qu'on part sur une plateforme qui est centralisée, régulée par MiCA, décentralisée avec les wallets, les portefeuilles auto-hébergés, et quelle est l'hygiène en fait vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y a un DAF, une secrétaire qui va gérer ensuite? Parce que des fois, ce qui arrive souvent, c'est que c'est des entrepreneurs qui sont à fond dans la crypto, mais il n'y a pas d'organisation. Exactement, il n'y a pas forcément d'organisation, exactement, qui font que c'est plus compliqué ensuite quand c'est une boîte qui est déjà structurée. Donc, il faut mettre en place une certaine méthode de ce côté-là. Ensuite, la troisième partie, c'est tout ce qui touche à la comptabilisation en elle-même, c'est-à-dire que aujourd'hui, un même Bitcoin peut être traité différemment selon son usage et l'intention de l'entreprise, selon du fait que si on
le détient sur plus d'une année, on va le catégoriser différemment que si on le détient, si on l'a reçu par exemple en tant que moyen de paiement et qu'on va le swapper, le transformer directement en monnaie stable. Voilà. Est-ce que vous observez que les entreprises sont plutôt en retard sur ces sujets ou elles ont plutôt une bonne connaissance des cryptoactifs ? Aujourd'hui, c'est la discussion qu'on avait juste avant. En fait, ce qui se passe, c'est que Odol Consulting, quand il a été créé, on accompagnait essentiellement les pure players. Donc les boîtes qui faisaient de la crypto-monnaie, qui émettaient des crypto-monnaies, qui payaient des salaires en crypto-monnaie. Aujourd'hui, la tendance a complètement changé. C'est de plus en plus d'entreprises traditionnelles qui viennent nous voir parce que, pour les raisons que Stéphanie citait, à savoir pour être payé en crypto-monnaie, pour les places pour acquérir du Bitcoin ou de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, ou également générer des revenus supplémentaires, notamment sur les stablecoins qui offrent des rendements plus intéressants qu'on pourrait retrouver sur le marché traditionnel. Et les experts comptables, on parlait des entreprises, et les experts comptables, eux, ils se saisissent des sujets comme vous ? Honnêtement, aujourd'hui, la profession, elle est en retard, on va dire, mais pas par désintérêt, c'est plutôt par prudence. De nombreux confrères ont refusé des dossiers crypto par le passé, en fait, par manque de clarté, en fait, et par peur de prendre des risques, en fait, tout simplement. Mais je remarque de plus en plus qu'en fait, le contexte change. Il y a MiCA qui est en application maintenant, Market in the Crypto Asset. L'autorité des normes comptables a publié son nouveau PCG qui donne toutes les nouvelles règles depuis janvier 2026 relatifs. Il encadre. Exactement, voilà. Et MiCA et Daquit qui arrivent. Et donc, en fait, il y a de plus en plus d'entreprises et d'entrepreneurs qui bousculent ces cryptos, ces experts comptables. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'expert comptable n'a plus ce luxe de dire non, je ne te prends plus ou je ne te prends pas. On pouvait le faire il y a quelques années. Maintenant, c'est quelque chose qui est quasi devenu impossible. Alors Stéphanie, on va parler des règles fiscales. En quoi les règles fiscales des cryptoactifs diffèrent-elles des règles qu'on connaît sur les particuliers ? Alors, il y a peut-être 3 ou 4 points vraiment de différenciation totale. Le premier, c'est le fait générateur d'impôts. C'est, je dirais, le plus important. Quand vous êtes un particulier, que vous achetez, vous revendez de la crypto, en fait, vous n'êtes taxé que lorsque vous échangez ces cryptos contre des devises, donc des euros par exemple. Alors que pour une entreprise, en fait, on va bien identifier chaque opération, par exemple crypto, qui doit être comptabilisée et qui est un fait générateur d'impôts. Donc ça nécessite évidemment une très forte traçabilité. Et pour rejoindre ce que disait Houssen, la particularité aussi, c'est que les experts comptables qui connaissent la crypto, ils ont souvent investi dans des outils assez performants justement pour permettre cette traçabilité, ce que tous les experts comptables n'ont pas forcément ou ne maîtrisent pas forcément. Donc ça, c'est le premier point, le fait générateur. Le deuxième point, c'est le taux de l'impôt, bien évidemment. Quand vous êtes un particulier, on est en principe à la flat tax, donc 31,4% aujourd'hui, alors que quand on est une entreprise, c'est le taux de l'impôt sur les sociétés qui s'applique, donc 25%, avec un taux réduit à 15% sur une tranche. Donc voilà déjà 2 points. Il y a un troisième point qui est essentiel, c'est le traitement des moins-values. Pourquoi c'est essentiel ? Alors c'est essentiel parce que une moins-value chez un particulier, elle ne peut s'imputer que sur des plus-values crypto et uniquement l'année où la moins-value est réalisée. Donc il n'y a pas de report dans le temps. Alors que pour une entreprise, quand elle investit dans les cryptos et qu'elle fait par exemple une moins-value sur une opération, eh bien ça va rentrer dans son résultat et peut-être dans son déficit qui lui est reportable les années suivantes, les exercices suivants. Donc voilà déjà 3 points importants. Ensuite, les obligations déclaratives ne sont pas les mêmes aussi. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a des obligations assez complexes du côté des particuliers. Elles sont très différentes du côté des entreprises. Un dernier point peut-être sur, Houssen parlait du cadre juridique sur Daquit, qu'est-ce que ça apporte ? Alors Daquit, c'est un règlement européen qui est entré en vigueur il n'y a pas très longtemps, mais surtout qui a été transposé en France il y a très peu de temps. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2026, les plateformes ont l'obligation de collecter des informations sur tous leurs utilisateurs et sur toutes leurs opérations. Et une fois collectées, ces informations
informations, elles vont être envoyées directement à l'administration fiscale, qui, elle, va communiquer avec les autres administrations fiscales des États membres. Donc, on va se retrouver dans une situation très différente de ce qui existait, c'est-à-dire que le fisc français va avoir à sa disposition énormément de données et va pouvoir cartographier les opérations, vérifier si c'est cohérent ou si justement il y a des incohérences et peut-être des contrôles fiscaux qui vont déboucher. Alors, on a parlé, Houssen, des enjeux fiscaux et comptables. Vous qui accompagnez les entreprises, en général, quand elles vous sollicitent, c'est quoi le frein? C'est les principales difficultés qu'elles évoquent? En fait, la question qui revient un peu paradoxalement souvent, c'est est-ce que j'ai le droit, en fait? Est-ce que j'ai le droit d'investir en crypto? Et en fait, aujourd'hui, il n'y a rien qui l'interdit. Du moment que on respecte ce que Stéphanie disait, hein, qu'on reste dans le cadre, c'est-à-dire qu'on n'est pas en abus de gestion ou une faute de gestion, ou un abus de bien social, du moment que c'est de l'investissement qu'on fait sur une trésorerie excédentaire, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est souvent sur la documentation. Aujourd'hui, en fait, si on prend par similitude un relevé bancaire, enfin un compte bancaire, on a un relevé. Sur les plateformes, aujourd'hui, on n'a pas de relevé. Ça, c'est le premier point. Donc, les flux sont complètement éclatés entre les plateformes qui sont régulées, les plateformes non régulées, les wallets auto-hébergés. Donc, il faut... Donc, pas assez de transparence, c'est ça? Pas assez de transparence. Et en fait, il y a des experts comptables, typiquement, qui disent moi, je n'ai pas de relevé en face. Comment tu veux que je comptabilise? Moi, je souris parce que je pratique la blockchain. On ne peut pas avoir un relevé. Mais c'est des questions qui sont légitimes aussi de la part des confrères et consoeurs qui veulent sécuriser parce qu'on est soumis aux normes de lutte anti-blanchiment et à Tracfin. Pour terminer, Stéphanie, les cryptoactifs, c'est plutôt un risque ou une opportunité alors pour les entreprises? Alors moi, j'ai aucun doute sur le fait que c'est une opportunité. Je pense que c'est un véritable levier aujourd'hui pour toutes les entreprises, soit parce qu'elles ont l'ambition de faire prospérer leur trésorerie, alors évidemment dans une proportion qui doit être bien réfléchie, soit parce qu'elles se destinent à l'international, à un développement international, et dans ce cadre-là, on le voit bien à l'étranger, les cryptoactifs sont devenus un moyen de paiement et d'échange totalement adopté. Houssen, vous confirmez? Je partage complètement. Après, notre avis est, on va dire, biaisé, mais... Effectivement, oui, non, c'est complètement une opportunité, ne serait-ce que sur les moyens de paiement, se différencier aussi par l'usage des cryptoactifs. Moi, je vois aussi de plus en plus de salariés souhaitant être payés en cryptoactifs. Donc, c'est un vrai sujet au niveau de l'entreprise. Voilà. Bon, il faut s'en emparer alors. Merci à tous les deux, c'est la fin de ce débat. Merci. Tout de suite, on enchaîne avec notre invité. Comment la comptabilité et la fonction DAF sont devenus des piliers des entreprises fragilisées? On en parle tout de suite avec l'invité de ce Smart Capital, Raphaël Miolan, Senior Managing Director chez FTI Consulting. Raphaël, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors les entreprises sont sous tension. Comment vous expliquez cette fragilité des entreprises? Arnaud, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 6 ans, nos entreprises, nos dirigeants ont vécu à coup après à coup, crise sur crise. Pandémie, guerre, crise sectorielle, on pourra en citer une, l'automobile en France par exemple. Quand on regarde ce qui se passe dans ces crises et dans les conséquences de tous ces facteurs, parce qu'ils sont nombreux, premièrement, il y a une crise de la demande. Deuxièmement, une crise des coûts, l'inflation est partout. Et à cela se rajoute beaucoup de volatilité, d'incertitude. Et donc, quand on pilote une entreprise, quand on regarde les perspectives, pour nos dirigeants, on se retrouve dans une situation très dure, avec des résultats beaucoup plus bas et des entreprises fragilisées. Quand on regarde les chiffres sur l'économie nationale, on voit sur l'année 2025 68 000 procédures collectives. C'est énorme. C'est énorme et le chiffre est le plus haut depuis pré-Covid. Et on voit ce phénomène d'essoufflement, de fatigue qui est là partout. Oui, parce qu'on enchaîne crise sur crise. Quelles sont les conséquences de ces crises? Mais en fait, je vais commencer par la conséquence humaine, qui est peut-être celle dont on parle le moins quand on parle de finances, mais c'est de la fatigue. Il y a de la fatigue autour du management, d'équipe et finalement du climat social. Ça veut dire une certaine lassitude, c'est ça? C'est ça. Et donc, de cette lassitude, de cette fatigue, il en ressort plusieurs choses. Il en ressort, une difficulté à se reprojeter sur un plan à moyen terme. Je ne sais pas quand est-ce que la dernière fois quelqu'un vous a parlé d'un plan à moyen terme, ce qui fait un peu archéologique. Mais pré-Covid,
on parlait d'un horizon à 3-5 ans. Est-ce qu'on atteignait exactement le plan? Presque peu importe, mais on avait un cap. Aujourd'hui, on pilote à vue. Donc, première conséquence assez lourde. Deuxièmement, c'est en fait la capacité de prévoir là où on est d'un point de vue cash. On parle de finance, on parle de directeur C'est financier. difficile d'anticiper. C'est difficile d'anticiper. Et en fait, pendant longtemps, il y a une fonction qui était mal aimée. Et je vais le dire pour tous ceux qui font cette fonction mal aimée de la trésorerie. Et en fait, il y a un retour, un projecteur massif sur la trésorerie. Et j'espère qu'elle n'est pas que sur les entreprises qui sont en difficulté. En fait, aujourd'hui, être capable de comprendre, de piloter, de prévoir et de savoir comment, avec les outils de trésorerie que j'ai face à moi, de manière structurelle et conjoncturelle, je peux accompagner l'entreprise, ne devrait pas être du ressort du trésorier avec son DAF, mais un dialogue avec son comité exécutif et le conseil d'administration. Ça veut dire qu'il faut échanger avec l'ensemble des directions. Exactement. Et un sujet du prévisionnel, ça ne fait pas rêver. Alors qu'il est essentiel. Alors, on va parler d'un autre sujet qui, je dirais, irrigue un peu toute l'entreprise, c'est l'intelligence artificielle. En quoi ça peut être l'allié du DAF? Elle peut être l'allié du DAF et le DAF doit être son allié. Pourquoi? Parce que l'IA, aujourd'hui, quand on regarde les responsabilités du DAF, je ne vais pas faire une fiche de poste, mais il y a différentes grandes responsabilités. Je vais montrer peut-être trois prismes. Premièrement, le DAF a une responsabilité fiduciaire. Quand il regarde l'entreprise, il va avoir des champs d'inefficacité. Et là, l'IA peut être un vrai ami, à la fois sur l'efficacité dans sa fonction et dans d'autres champs d'application. Donc ça, c'est le premier rôle. Ensuite, au cœur de ce que fait le DAF, il y a la donnée. La donnée qui est là pour indiquer la performance, la trajectoire. Pour moi, l'IA aux côtés du DAF, elle fait deux choses dans ces cas-là. Elle lui permet d'être plus efficace dans la compréhension d'une situation, avec un niveau d'alerte. Éventuellement, avec le bon engagement, la bonne maturité, elle permet de couvrir éventuellement ce qu'on appelle en anglais les blind spots, les angles morts. D'accord. Ouais, et je vois un troisième aspect. Donc là, on était finalement dans les comment je pilote. J'ai une conviction de fond qui est que le DAF et le CFO doivent être un DAF de transformation et un copilote de l'entreprise, un co-dirigeant. Ça veut dire quoi derrière ça? Ça veut dire que le DAF a la capacité de voir les champs de manœuvre d'entreprise et donc doit être capable de se dire où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on prend des risques et de challenger. Il ne doit pas être juste la personne qui évalue, mais il doit être force de proposition. Et dans l'IA, je pense qu'il a toute sa légitimité. Pour terminer, comment vous voyez l'évolution du DAF, surtout dans un contexte où, on le rappelait en introduction, il y a crise sur crise? Alors pour moi, le DAF, il doit avoir dans ce monde-là, de la résilience. Deux, il doit avoir un niveau de communication qui est fort et ce qui est dur. Optimisme et réalisme en même temps. Il doit pouvoir donner ça aux côtés de son dirigeant. Et enfin, il doit être exemplaire. On parlait de l'IA. Quoi de mieux qu'un DAF qui l'utilise, qui montre en quoi il est plus performant en tant qu'ambassadeur? C'est génial. On va conclure là-dessus. Merci Raphaël Miolan. Je rappelle que vous êtes Senior Managing Director chez FTI Consulting. Merci Arnaud. C'est la fin de ce Smart Capital. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À bientôt sur Be Smart for Change.